Alors bonjour à tous. Donc comme je l'indiquais il y a 2-3 minutes aux premiers qui sont arrivés, donc je reviens sur ce que j'avais laissé hier, à savoir démontrer que dans l'exercice du TD3, le jeu qui consiste à piocher dans l'urne s'arrête. Donc je vous ai rappelé là les notations de cet exercice. Donc on suppose que l'événement, le jeu ne s'arrête jamais, est représenté par x égale moins 1. Et donc, par définition, donc, je l'exprime en dessous. Donc, la probabilité que le jeu s'arrête, c'est il existe un entier k entre 2 et plus l'infini. On avait vu que le jeu consiste au moins en deux parties, telles que x égale k. Et donc, je vais vous démontrer ici simplement, en fait, il suffit de vérifier que la somme de k égale 2 à plus l'infini des probabilités des événements élémentaires x égale k vaut 1. Voilà. Et donc, ça va être beaucoup plus simple que ce que j'avais essayé de faire hier. Donc là, je vous donne le détail du calcul de la somme infinie. Alors, juste une remarque, on peut aussi passer, enfin, si on préfère manipuler, on peut aussi passer par les sommes partielles. Alors là, je vais vous faire le calcul, donc essentiellement avec la somme infinie, d'accord. Donc, je rappelle que l'événement x égale k dans ce jeu consistait, donc je rappelle qu'à chaque partie, donc dans l'urne, il y avait exactement, donc à la ième partie, il y avait i boules, et il y en a exactement une seule qui est blanche. Donc la probabilité, la 1,5, consiste à, comment dire, c'est la probabilité, sachant qu'il y en a deux, de tirer la blanche. Donc tout ce calcul, c'est ce que j'avais expliqué hier, probabilité de gagner les k-1 première partie et de perdre à la k-ième partie. Alors, donc ce que je fais ici, donc là, ici, vous reconnaissez donc 1 fois 2 fois 3 jusqu'à fois k-1, le k-1 factoriel. Et plutôt que de simplifier par k-1, ici, j'écris simplement que k sur 1 moins k, c'est là que c'est un peu astucieux, c'est 1 moins 1 sur k. Et donc, je vais découper ma somme infinie en deux sommes, ici. Donc, à chaque fois, les indices vont de k égale 2 à plus l'infini. Donc là, j'ai la somme des 1 sur k moins 1 factoriel. Et ici, la somme des 1 sur k fois k moins 1 factoriel. Donc, c'est là que, voilà, c'est un petit peu astucieux. Donc ici, 1 sur k fois k moins 1 factoriel, c'est simplement 1 sur k factoriel, d'accord, par définition. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais réindicer l'une des sommes. Et donc là, j'ai choisi de réindicer la première somme. Donc, si vous réécrivez cette somme-là, donc ce que je peux faire ici, c'est poser, par exemple, k' égale k moins 1, d'accord. Si je pose k' égale k moins 1 dans cette somme-là, j'obtiens la somme sur k' des 1 sur k' factoriel, voilà, de k' égale 1 jusqu'à l'infini, d'accord. Et cette somme ici, c'est la somme des 1 sur k factoriel de k égale 2 à plus l'infini. D'accord. Donc là, je reconnais, en fait, c'est la même somme, sauf qu'ici, elle est de 1 à plus l'infini, et puis ici, de 2 à l'infini. Il reste donc que le premier terme, à savoir 1 sur 1 factoriel, qui vaut 1. Voilà. Donc, toute l'astuce ici consistait... Oui, j'entends un micro qui c'est de breton. Ok, c'était une erreur de... Donc, n'hésitez pas à intervenir si besoin est. Donc, voilà, là, j'ai manipulé les sommes infinies. Alors, si on préfère manipuler les sommes finies, donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir manipuler ici également. Donc là, en fait, je reprends ici, mais au lieu d'avoir les sommes de 2 à l'infini, j'ai une somme de 2 à n. Auquel cas, ici,
eh bien, je me retrouve avec la somme de k égale 2 à n des 1 sur k moins 1 factoriel, moins la somme de 2 à n de 1 sur k factoriel, d'accord? Et dans la réindexation, ici, c'est le principe des sommes télescopiques dans le cas fini. Si je pose k' égale k moins 1 factoriel, d'accord, vous vérifiez que là, c'est la somme de 1 à n moins 1, mais 1 sur k factoriel, moins la somme de 2 à n. Alors, vous remarquerez ici que... attendez, parce que là, les indices, je vais les mettre dans le bon sens. Vous remarquerez que ici, j'ai fait le choix de ne pas l'appeler k'. L'indice de sommation est muet, mais c'est bien la même chose que j'ai fait. Hein. C'est bien un changement d'indice, moins la somme des 1 sur k factoriel. D'accord? Et là, vous reconnaissez bien une somme télescopique habituelle. Si je somme de 1 à n-1 et que je retranche la somme de 2 à n, mais il me reste que le premier terme moins le dernier terme de la somme. Donc, c'est 1 moins 1 sur n factoriel. D'accord? Donc là, si on préfère manipuler les sommes finies, et au total, ben, pour obtenir la limite de cette quantité, c'est la proba que x est fini, d'accord, évidemment. La somme infinie, c'est la proba que x finit. Et ceci, ça tend bien vers 1 quand n tend vers l'infini. Voilà. Donc, si je reviens sur le bilan, hein, pourquoi je vous ai fait ce petit calcul, c'était bien pour montrer que la proba que x finit, c'est 1. Et donc, je conclus pour la proba que x égale moins 1, et ça justifie bien la suite des calculs. Je peux calculer l'espérance de cette variable x. Voilà. N'hésitez pas à m'interrompre. Je vais reprendre donc là le TD4. Oui, allez-y, allez-y. Tout en bas. Oui, attendez, je descends. Ce qu'entre parenthèses, après, le calcul, c'est égal à 1 moins 1 sur n factoriel. Oui, alors ici, vous voyez, alors, est-ce que le mot somme télescopique, ça vous évoque bien quelque chose? Regardez, c'est bien la même somme ici. Quand je fais mon décalage d'indice, la première, en fait, quand je fais la somme des 1 sur k moins 1 factoriel, c'est la somme de 1 à n moins 1, auquel je retranche la somme de 2 à n. Donc ici, en fait, les termes communs, c'est tous les termes entre 2 et n moins 1. Donc ici, en plus, il y a le terme pour k égale 2, c'est 1 sur 1 factoriel. D'accord? Et là, le terme qui est en plus ici, donc là, je somme jusque... Alors, quand je réindice, on ne le voit pas bien, je somme jusque n-1, d'accord? Donc là, on le voit apparaître ici, le terme 1 sur n-1 factoriel, mais le terme 1 sur n factoriel, il n'est pas commun entre les deux sommes. D'accord? D'accord, je vois. Vous voyez? Okay. Alors, je ne l'écris plus, mais si vous voulez, c'est vraiment... ça, c'est quelque chose qui... quand on a l'habitude du signe sommation, on ne l'écrit plus, mais c'est exactement ça. Vous voyez? Si je les écris... D'où la notion de somme télescopique. Vous voyez, la deuxième, c'est tout ça. Et les termes communs, en fait, ils s'éliminent 2 à 2. Voilà. Exactement. Merci. Voilà. Alors, du coup, voilà, je vais reprendre. Donc là, c'est l'exercice sur les lois exponentielles. Donc ça, c'est un résultat qui est très très classique. Donc j'avais calculé la loi du minimum de 2 lois exponentielles hier. Donc je vais juste redonner le résultat. Hein. L'idée, c'est de passer par la fonction de répartition. Et donc on obtient facilement donc par le même analyse que si j'ai n variables aléatoires, alors indépendantes. Évidemment, c'est pas précisé ici, mais l'indépendance est essentielle. Si j'ai n variables aléatoires
indépendante de loi exponentielle, alors la loi du minimum de ces n variables exponentielles est encore une loi exponentielle de paramètres somme des lambda i. Du coup, alors, bon, le 3, ça va être, bon, c'est une application immédiate. Et voilà. Bon, et après, on va voir le lien avec le 4. Alors, je reviens là. Oups, voilà. Donc, TD4. Donc, manipulation des lois exponentielles. Alors, hier, donc, je vous avais montré. Donc là, je vais juste. Je vais pas. Excusez-moi. Je vais pas reprendre les détails, mais juste rappeler le résultat que si j'ai Z, qui est le minimum de T1 et de T2, attendez, je vais prendre les bonnes notations. Donc, en général, donc grand FZ, la proba de répartition. Donc si je calcule en fait 1 moins FZ de T, voilà, c'est la proba que Z soit plus grand que T. Voilà, je vous l'avais bien identifié, donc ça c'est le minimum de deux lois. Voilà, ça c'était la proba que T1 plus grand que T et T2 plus grand que T. Et ça, on avait vu que c'était 1 moins F T1 de T fois 1 moins F T2 de T. Et voilà, d'après la définition de la fonction de répartition, ceci, ça vaut le produit des exponentielles moins lambda i t pour t positif ou nul. Et là, on reconnaît. Donc là, bien entendu, pour pouvoir rédiger ceci, bien sûr, il faut évidemment connaître, ça fait partie des fonctions de répartition c'est simple de le retrouver, mais c'est mieux de le connaître, la fonction de répartition de la loi exponentielle. Et donc ça permet, la fonction de répartition, elle caractérise la loi, et donc ça permet de dire que fz de t, c'était 1 moins exponentielle moins lambda 1 plus lambda 2 t, et que fz, donc si t positif, j'aurais dû le... Attendez, je vais vous le mettre comme ça. Voilà, donc là c'est si t positif. Voilà, et donc la densité, c'est la dérivée exponentielle moins lambda 1 plus lambda 2 t, pareil, si t positif, 0 sinon. Voilà, et le support de cette loi, le support de cette loi continue, c'est R+. Bien, et comme je vous l'avais dit également, et vous allez le voir à peu près dans tous les exercices qui portent sur des lois exponentielles, ce sont essentiellement des durées de vie, des durées d'attente qui sont modélisées par cette loi. Donc voilà pour la loi du minimum. Et du coup, en fait, il n'y a plus grand-chose à dire dans le cas où on en a n. Donc si T1, T2, Tn sont toujours indépendantes et de loi exponentielle de paramètres lambda i, en fait c'est la même chose, c'est-à-dire que j'écris l'événement minimum de T1 Tn plus grand que T pour T positif, et ça, il suffit de voir que c'est l'intersection des TI plus grand que T. Donc le minimum est plus grand que T si et seulement si tous les instants TI sont plus grands que T, et par utilisation de la même propriété, donc c'est celle-ci, qui permet de... Donc là, c'est l'indépendance. Là, j'insiste, c'est bien l'indépendance. Qui permet de dire que, là, je vais l'appeler Zn, le min des Tn, d'accord? Eh bien, la proba que Zn soit plus grand que T, c'est tout simplement le produit
de I égale 1 à N. D'accord? Donc l'hypothèse d'indépendance, évidemment, là, qui était oubliée dans l'énoncé, est indépendante. Et là, vous vous retrouvez avec un produit d'exponentielle. Donc c'est exactement comme au-dessus. Et ça, je sais que j'avais fini, mais rapidement par là-dessus, c'est l'exponentielle. C'est le produit des exponentielles moins lambda IT, produit de I égale 1 à N. Je pense que vous connaissez tous le symbole avec un grand pi pour dire le produit. D'accord? Et ça, c'est l'exponentielle de la somme des lambda IT. Voilà. Donc là, je suis revenu sur ce que j'avais fait un petit peu rapidement hier. Et donc, du coup, on a à la fois FZN de grand FZN, qui bien sûr, c'est la probabilité de l'événement complémentaire, c'est le moins somme des lambda IT si t positif, et 0 si t... oui, c'est ça, 0 si t négatif. Voilà, donc ça, c'est la loi du minimum de n variables aléatoires, donc indépendantes. Voilà, alors, si je regarde maintenant donc, la question 3, donc c'est une histoire de durée d'attente dans un bureau de poste. Donc on suppose que 2 guichets sont occupés, que les lois, les temps d'occupation, les durées d'occupation de chaque guichet sont indépendantes et de lois exponentielles. Donc évidemment, si on modélise par Y le temps d'attente, il va attendre dès que jusqu'à ce que l'un des deux guichets se libère. Donc là, clairement, je pense que ici, donc l'application, elle est directe. Hein. Donc le temps d'attente de Robert à la durée avant que l'un des guichets se libère. Guichet se libère. Et donc, si j'appelle Y, et donc Y, la variable d'attente, c'est le minimum. Alors, on les a appelés X1 et X2. Voilà. Et donc, du coup, d'après le calcul qui a été fait précédemment, la loi de Y est exponentielle. Donc, si j'utilise les notations, Y suit une loi exponentielle de paramètres lambda 1 plus lambda 2. Donc, évidemment, toujours l'hypothèse, hein, je rappelle, X1 et X2 indépendantes. Et XI suit la loi exponentielle de paramètres lambda I. Voilà. Donc ça, c'est la loi du temps d'attente à un guichet. Alors, donc dans la dernière question, donc on va voir, donc évidemment il y a encore un grand lien avec ce qu'on vient de faire. Donc là on considère deux systèmes, donc un composant électronique possède une durée de vie aléatoire et on va l'appeler grand T, la durée de vie du système. Et on va considérer deux cas, système A où les n composantes sont en parallèle et un système B où les composants sont mis en série. Et on vous demande de calculer la loi de T pour les deux systèmes. Alors, je vais commencer par celui qui est en série. Donc, là, pour voir le lien donc, avec ce qui a été fait précédemment. Donc, là, on appelle T égale la durée de vie du système. Durée de vie du système.
Donc, si c'est le système B, c'est le cas où les composants, donc les n composants sont en série. Donc là, classiquement, sur ce cas-là, donc ce composant-là, dès que l'un des composants est défaillant en fin de vie, alors on a atteint la durée de vie du système. Donc, si xi égale durée de vie de l'un des composants, alors, donc, puisqu'on est dans un système en série, T, c'est le minimum des xi, d'accord? De i égale 1 à n, d'accord? Alors que dans le système B, où les n composants sont en parallèle, eh bien, donc, mince. Donc, on a T, au contraire, c'est le maximum. Dès que au moins l'un des composants fonctionne, alors le système fonctionne, d'accord? Tant que au moins l'un des composants fonctionne. Donc, mince, je l'ai appelé B, mais c'est A, d'accord? Donc, si je vais peut-être leur donner des noms, là je vais l'appeler, du coup moi je l'ai appelé I. Donc, KI, donc proba que T égale min dxi plus petit que T, donc ça en fait, on l'a vu précédemment, c'est égal à 1 moins exponentielle moins somme des lambda IT, d'accord? Pour T positif et 0 sinon. Donc ça, c'est question précédente, puisque c'est la loi du minimum qu'on a déjà précédemment calculée. Maintenant, on suppose que donc, les composants sont indépendants, mais T, c'est le maximum des xi pour i allant de 1 à n. D'accord? Et là, du coup, je vais à nouveau regarder l'événement. Alors là, je vais, pour le maximum, je ne vais pas regarder plus grand que t, mais plus petit que t. Quand est-ce que le maximum de n variables aléatoires est plus petit que t? Ça, on démontre que c'est exactement quand toutes les variables sont plus petites que t. Voilà. Et donc, évidemment, à nouveau en utilisant l'indépendance, la proba que dans ce cas, grand T soit plus petit que T, c'est le produit des probas que xi soit plus petit que T. Et cette proba, donc à nouveau, c'est 1 moins exponentielle moins. Alors, excusez-moi, je suis en train de me dire, est-ce qu'elles sont toutes, parce que là, en fait, ça va être plus précis si elles ont toutes la même loi exponentielle. Oui, c'est ça. Donc, un composant possède une durée de vie, voilà, les n composants en parallèle ou en série, et elles ont toutes la même durée de vie exponentielle lambda. Donc ici, en fait, tout simplement, hein, cette somme, ici, c'est tout simplement 1 moins exponentielle moins n lambda t. D'accord? Évidemment, ici. Hein, Voilà, donc là, ça va permettre d'être un peu plus précis.
Il me semblait bien me rappeler que c'était ça. Donc ici, c'est 1 moins exponentielle moins lambda t, le tout à la puissance n. Voilà. Et donc, dans le cas général, si c'était pas... on aurait simplement ce produit qu'on n'arriverait pas à simplifier. Produit de i égale 1 à n si la durée de vie était exponentielle lambda i. Donc là, c'est parce que car xi suit la loi exponentielle de paramètres lambda. Donc, je vais mettre un grand E, voilà, pour dire c'est la loi exponentielle de paramètres lambda. Donc là, donc je viens de vous calculer la fonction de répartition de la loi du maximum. Et donc on vous demande a priori, donc ça suffit, mais donc on peut calculer également la densité de la loi du maximum. Donc on en déduit donc que f grand T de petit t, c'est 1 moins exponentielle moins lambda t puissance n si t positif, 0 si t négatif. Et donc j'obtiens la densité en dérivant ceci par rapport à t. Donc on fait attention, la dérivation composée, j'obtiens n fois exponentielle. Alors, excusez-moi, je vais y aller doucement. Voilà. Donc n fois lambda exponentielle moins lambda t, facteur de 1 moins exponentielle moins lambda t puissance n moins 1. Excusez-moi, c'est un petit peu... je vais mieux l'encadrer. Voilà. Tac. Donc là, c'est l'expression de la fonction de répartition. Voilà. Et ici, c'est l'expression de la densité du maximum de n variables indépendantes de loi exponentielle de paramètres lambda. Alors, juste une remarque au passage, en fait, c'est une propriété remarquable des lois exponentielles, hein, où on peut calculer explicitement les lois du minimum et du maximum. Par contre, en fait, tous les calculs que je vous ai faits, si on connaît la fonction de répartition d'une loi quelconque, si on a le minimum de variables aléatoires indépendantes qui ont même loi, du coup, on sait exprimer sa fonction de répartition. Et pareil, le maximum de n lois indépendantes, on sait aussi calculer sa fonction de répartition et sa densité en fonction de cette loi commune. Mais en général, il n'y a pas de raison que le minimum ou le maximum, en fait, fasse partie du même type de loi. Bien, donc du coup, je vous ai donné la loi en donnant... Alors, quand on vous dit calculer la loi d'une variable aléatoire continue, en fait, là, je vous ai donné la fonction de répartition et la densité. Évidemment, il suffit d'avoir l'un ou l'autre. Quand on a la fonction de répartition ou la densité, les deux sont reliés et chacune caractérise la loi. Alors, donc, voilà, je vais vous laisser lire donc l'exercice suivant, donc en expliquant à nouveau comment est-ce qu'on modélise. Donc là, on va faire intervenir une nouvelle loi qui est la loi uniforme. Donc, on suppose que donc on a une route de longueur L qui rejoint deux villes et on va considérer que des incendies surviennent aléatoirement sur cette route et on appelle grand X la distance aléatoire entre l'incendie et la ville A. Et on suppose qu'il y a une caserne de pompiers qui est située à une distance P. Et
on veut vous faire calculer la distance moyenne que doivent parcourir les pompiers pour atteindre cet incendie, et puis déterminer P pour que la distance soit la plus petite possible. Alors bon, quand on dit, alors là évidemment, voilà, là c'est expliqué. Donc les incendies se produisent aléatoirement au hasard sur la route, et donc on vous donne la distribution de cette variable aléatoire X. Alors, mince. Donc là, je pense que le plus simple, c'est que je vais dessiner. Je vais dessiner voilà la route. Bon, du coup, on suppose que X, c'est un point aléatoirement situé. Donc là, on vous dit que la distance entre A et B, c'est L. La caserne de pompiers, voilà, elle est supposée être à une distance P. Alors, je ne sais pas si on la P, est-ce qu'on la calcule de façon logique par rapport à A, je suppose. Distance P, oui, voilà, on regarde tout par rapport à la ville A. Donc on suppose, donc voilà, je vais considérer que ça c'est la caserne. Voilà, et on suppose qu'elle est située à une distance P de la ville A. Et donc X suit la loi. Alors j'ai souvent l'habitude de l'appeler uniforme sur 0L. Alors je rappelle, donc ce qu'il faut savoir, c'est la densité de cette loi uniforme. Donc, alors j'ai l'habitude de la nommer donc petit f indice grand X. Alors je rappelle juste, hein, petit f, pour moi une densité c'est toujours en minuscule, hein, par opposition à grand F qui est la fonction de répartition. Et alors je sais pas si voilà, pareil encore une fois, vous verrez dans les exercices quand il y a plusieurs, comme précédemment, quand il y a plusieurs variables aléatoires, f un grand indice grand X, c'est la densité de grand X. Et je rappelle que cette densité, elle vaut 1 sur L, donc la distance entre A et B, 1 sur L, si X est compris entre 0 et L, et 0 sinon. D'accord ? Et donc, tout simplement, alors là, on n'en aura pas besoin, mais du coup, qu'est-ce que c'est que la fonction de répartition ? Elle vaut simplement X sur L, si X est compris entre 0 et L. Voilà. Et évidemment, la probabilité que X se trouve entre deux distances, hein, c'est B-A sur L. C'est proportionnel à la longueur entre deux points. Donc ça, c'est la définition de la loi uniforme. D'accord ? Donc maintenant, en fait, la question, c'est estimer la distance moyenne à parcourir par les pompiers lors d'un incident. Donc une distance géométrique, c'est forcément positif, d'accord ? Et on mesure tout par rapport à A. Donc vous voyez, si par exemple l'incendie est ici, voilà, ça va être cette distance-là, donc c'est X moins P, d'accord ? Mais si l'incendie se trouve ici, c'est moins X moins P, d'accord ? Donc cette distance-là, donc évidemment, elle est la distance en elle-même, c'est une variable aléatoire, hein, la D, hein, ou plutôt. Donc, si j'appelle, oui, je vais l'appeler un peu comme ça, D égale valeur absolue de X moins P, d'accord ? Et la distance, donc attention, ici je précise bien, c'est une distance aléatoire à parcourir. Donc aléatoire parce que
Elle dépend évidemment de grand X. Hein. Elle dépend du lieu. Elle dépend de grand X. D'accord? Alors évidemment, donc j'ai justifié pourquoi valeur absolue. Voilà. Et donc, bien entendu, la notion de distance moyenne, d'accord? Tout le monde. La notion de distance moyenne, c'est l'espérance de cette variable aléatoire, d'accord? Donc, par définition, la distance moyenne, d'accord, vaut E de D, d'accord? C'est bien l'interprétation de cette distance moyenne, c'est l'espérance de cette variable aléatoire. Et là, du coup, comme je connais la loi de X, l'espérance de cette variable, je vais pouvoir l'exprimer en termes de la loi de X, d'accord? Donc, cette espérance de D, c'est l'espérance donc de valeur absolue de X moins P. Et donc là, comme vous êtes dans un cadre continu où la loi de X est donnée, excusez-moi, donc je vais essayer de bien faire la différence là. Donc là, je mets entre crochets et là, j'ai des valeurs absolues. Par définition, c'est l'intégrale de valeur absolue. Alors, ici, je fais bien la différence. Hein. Ici, je fais un calcul intégral, donc c'est petit x par rapport que j'intègre par rapport à la densité. D'accord? A priori, c'est sur R, mais là, la densité, en fait, elle est nulle en dehors de 0L. D'accord? Donc ça, c'est bien la définition de l'espérance dans un cadre continu. D'accord? Et donc, ceci, c'est l'intégrale de 0 à L de valeur absolue de x moins p sur L. Alors, je vais essayer de bien faire la différence entre mon P et mon L. Je vais l'écrire comme ça, le P peut-être. Donc de x moins P sur L dx. Voilà. Donc x moins P sur L dx. Voilà. Donc quand on a bien modélisé la distance, là on utilise juste la définition de ce qu'est la loi de X pour arriver à cette expression de l'espérance. Alors maintenant, pour le calcul de cette espérance, vous voyez, bon, il y a une valeur absolue. Donc évidemment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper l'intégrale en une intégrale sur 0p plus une intégrale sur PL. Donc, je calcule maintenant en termes de P et de L la valeur de cette espérance. Donc, là, je fais le calcul. Donc, l'espérance de D, d'accord, hein, là, je procède à un découpage. Je vais me permettre de mettre le 1 sur L devant. Facteur de l'intégrale de 0 à P. Donc, valeur absolue de x moins P, ça vaut moins x moins P dx. D'accord? Parce que x est plus petit que p. X moins p est négatif. Hein. Plus l'intégrale de p à l de x moins p dx. Là, c'est bien x moins p si x est plus grand que p. Voilà. Bon. Donc du coup, je me suis ramené à deux calculs intégrales assez simples. Donc là, moins x moins p, c'est p moins x. D'accord? Et donc, j'ai plus qu'à primitiver. Alors ça, vous pouvez le primitiver en px moins x carré sur 2. Je vais faire quelque chose d'un peu plus rapide. Donc ça, vous pouvez le faire. Ici, en fait, je vais prendre comme primitive de p moins x moins p moins x carré sur 2. Donc, après, hein, je vous dis, ça, c'est... je me simplifie un peu le calcul. Mais si vous primitivez en px moins x carré sur 2, vous trouverez bien la même chose que moi, plus x moins p carré sur 2
entre P et L. Alors, le bon goût de prendre ces primitives-là, c'est que celle-ci, elle s'annule en P, et x moins P carré sur 2, ça s'annule aussi en P. Donc, ça va me simplifier les calculs. Donc, ici, ça vaut 1 sur L. Facteur de... Donc là, qu'est-ce qui reste donc la valeur de ceci en P, ça s'annule, donc ça fait moins P carré sur 2. D'accord. Donc là, il reste, oui, donc de toute façon, forcément, c'est l'intégrale de quelque chose en valeur absolue, donc les deux intégrales doivent être positives, hein. J'intègre quelque chose de positif, donc là, c'est P carré sur 2, plus, donc la valeur en L, puisque la valeur en P est nulle, ça fait L moins P au carré sur 2. Voilà, et donc, bon, je vais développer juste ceci. Je me retrouve avec, du coup, P carré sur 2 plus donc L carré sur 2 moins 2 moins LP moins 2LP sur 2 plus P carré sur 2. Et ça fait 1 sur L, facteur de P carré plus L carré sur 2 moins LP. Voilà. Bien, en soi, c'est pas beaucoup plus simple. Donc voilà l'espérance 2D. Bon, j'aurais pu arrêter au-dessus. Bon. Mince. Donc voilà, en fonction de L et de P, l'espérance donc de la distance moyenne parcourue. Voilà. Et donc on vous pose la question suivante. Donc quelle est la valeur de P, donc où situer la caserne de pompiers pour que la distance moyenne soit la plus petite possible. Bon, je pense que c'est assez clair d'un point de vue intuitif. On doit trouver que P doit être au milieu. Donc on va vérifier évidemment par calcul que pour minimiser la distance moyenne, il faut que P égale L sur 2. D'accord. Donc ça, c'est ce qu'on va vérifier par calcul. Donc petit 2. Donc vérifions que P égale L sur 2 donne la distance moyenne minimale. Donc, voilà. Donc, ce qui est clair, c'est que c'est une fonction qui est de façon de degré en degré 2. Hein, donc, c'est une fonction on ne peut plus simple comme fonction de P. Ben, je vais simplement aller dériver cette expression comme fonction de P. Donc, ici, E de D égale F de P. Bon, je vais reprendre en fait l'expression ici sur 2. Donc c'est une F, c'est une fonction parfaitement régulière, donc de P. Donc on va calculer F' de P, d'accord, et chercher là, donc là où l'est, hein, bon, en fait, il va y en avoir qu'une valeur de P qui l'annule, du réel P qui l'annule. Voilà. Donc calculons tout simplement
donc f'. Donc si je vous calcule f' de p, pour tout p, f' de p, ça vaut 1 sur L, facteur de, donc p carré sur 2, ça se dérive en 2p sur 2, c'est p, d'accord, plus 2 sur 2, facteur de, donc la dérivée ici, ça fait moins L moins p, comme fonction de p, d'accord. Donc là, je me retrouve avec quoi? Je me retrouve tout simplement avec 1 sur L, facteur de p plus p moins L, 2p moins L. Voilà. Donc, clairement, cette fonction f', donc elle s'annule en p égale L sur 2. Alors ici, bon, c'est une fonction relativement simple, hein, puisqu'elle est en degré 2. Alors, je ne me suis pas permis, je ne sais pas si la notion de fonction convexe, ça parle à tout le monde ou pas. En fait, cette fonction, elle est convexe. Et on va voir qu'un extrémum, ici, c'est un minimum. Mais sinon, en fait, ici, c'est assez simple. Là, cette fonction qui est de degré 2, ben ici, on voit bien que si P est plus petit que L sur 2, elle croît, puis elle décroît, excusez-moi. Si P est plus petit que L sur 2, c'est d'abord négatif, donc elle décroît, puis elle croît. Évidemment, elle est extrémale si P est situé en 0 ou en L. Donc, si on met la caserne en A ou en B, la distance moyenne sera extrémale. Et donc minimale pour P égale L sur 2. Donc, ce qu'on obtient ici, c'est bien un minimum. Donc, la distance moyenne minimale est obtenue lorsque P égale, donc est située entre les deux, et en plus elle vaut donc f de L sur 2. Donc, évidemment, elle est explicite, donc en L sur 2, là je me retrouve avec L carré sur, donc elle vaut 1 sur L, facteur de, donc L sur 2 au carré, ça fait L carré sur 4, j'ai L carré sur 8, et l'autre plus L carré sur 8, donc c'est exactement L sur 4. Donc voilà la distance moyenne minimale obtenue. Ok. Donc n'hésitez pas à me dire avant que je passe à la page suivante. Alors, pour l'exercice sur les lois normales, je vais aussi faire des allers-retours avec la page 7 du TD, donc où je crois que c'est les pages 6 et 7, je vais vérifier, où vous avez les tables. Donc là, on va manipuler. Donc je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de le faire, mais ça va être l'occasion de le revoir, comment manipuler des tables de la loi normale. Alors, j'insiste sur le fait que donc là, je vais commencer avec vous à manipuler ces tables et on en aura longuement besoin dans la feuille de TD5 quand on va approcher les distributions, puisque l'une des distributions limites, en fait, c'est-à-dire quand on va faire des approximations de lois, l'une des lois limites qui va intervenir, vous avez peut-être déjà eu l'occasion d'entendre parler du théorème de la limite centrale, ça va être la loi normale N01. Et donc, quand on va chercher à construire, faire des estimations et chercher à construire ce qu'on appelle des intervalles de confiance, donc là, je pense que ce sera la notion sur laquelle je passerai le plus de temps dans les séances à venir. Donc, construire des intervalles de confiance associés à une approximation, on va fréquemment se référer à cette table de la loi normale. Donc, il faudra que vous l'ayez avec vous régulièrement. Alors, normalement, j'ai vérifié. Donc là, c'est pour ça qu'elle vous est donnée
en page 6 et en page 7. Donc là, bon, je vais rappeler, en fait, avant de commencer à lire hein, cet exercice-là, je pense que je vais terminer avec cet exercice-là aujourd'hui. Voilà. Donc il y a ces deux pages que je vous invite bien sûr à consulter. Donc la loi normale centrée réduite. Donc la densité de... Là, on vous trace la densité de la probabilité de la n01. Donc c'est 1 sur racine de 2pi exponentielle moins x carré sur 2. Donc par définition, c'est une fonction dont l'intégrale positive, dont l'intégrale vaut 1. Hein, l'intégrale, c'est bien sûr, vous vous souvenez tous, c'est l'air sous la courbe, d'accord? Donc là, on vous donne un certain nombre de valeurs remarquables qui vont servir assez souvent. Donc l'une des principales, c'est voilà, c'est l'approximation là de 1,96. En fait, la probabilité, vous voyez, si je regarde l'air compris entre moins 1,96 et 1,96, donc la probabilité qu'en valeur absolue, une loi normale soit plus petit environ que 1,96, c'est 95%, d'accord? Donc ce qui veut dire que si je vous donne un échantillon où j'ai 100 valeurs de la loi normale N01, en moyenne, il y en a 95 sur les 100 qui vont être compris entre ces deux valeurs. Et donc là, la valeur de 2,58, vous voyez, il n'y a plus que 1 pour 1000. Donc là, dès qu'on est... Donc la probabilité d'être compris entre ces deux valeurs, ici, elle est de 99%. Qu'est-ce que je dis? Non, c'est 1%. Là. Non, je crois que c'est... Alors, de mémoire, ça décroît extrêmement vite. De mémoire, je crois que c'est entre moins 3 et 3. D'ailleurs, il suffit d'aller au suivant. Oui, c'est ça. Vous voyez, j'ai même... Voilà. Bon, ça, on va apprendre à s'en servir, mais vous voyez, en fait, bon, c'est une valeur classique aussi. La probabilité d'être entre moins 3 et 3, vous voyez, elle est de 99,9. Hein, ce qui veut bien dire que en moyenne, sur 1000, un échantillon de taille 1000 de l'ON01, vous avez en moyenne au plus en moyenne plutôt une valeur qui est en dehors de l'intervalle moins 3 à 3. Alors là, je me permets aussi, voilà, c'est peut-être un rappel, mais je pense que c'est important, de comment lire cette table de la loi N01. Donc ici, en fait, on vous donne des valeurs de t. Donc si je regarde en ligne, d'accord, il y a un découpage en dixième et en colonne des découpages en centième. Donc par exemple, ici, la toute première valeur en haut, je lis quoi? Je lis la proba que une loi normale soit négative. Alors la loi normale, vous voyez, la densité, elle est paire. C'est une loi qui est symétrique. Symétrique, donc ça veut dire que la fonction de densité est paire et la probabilité... donc alors attendez, je vais essayer de le faire de différentes façons pour faire simple. Je vais refaire les dessins. Donc la fonction de répartition, la densité est paire. Donc en fait ici la probabilité, par exemple, vous voyez de cette partie ici, je ne sais pas si vous le voyez bien avec avec la main, la probabilité d'être entre 0 et 1, c'est la même qu'entre 0 et entre moins 1 et 0, d'accord? Ce sera un changement de variable sur la densité, mais je pense que c'est plus simple de le voir visuellement. De même, la proba d'être plus grand que 1,96, on s'en servira souvent, c'est la même chose que la proba d'être plus petit, d'accord? Donc il y a un certain nombre de propriétés de symétrie de la loi N01 dont on se servira souvent. Donc là, par exemple, ici, si l'air global, vous voyez, la probabilité d'être en dehors de l'intervalle moins 96, 1,96, c'est de 5%, hein, c'est de 0,05 d'être en dehors. Alors la proba résiduelle ici n'est plus que de 5 sur 2, c'est-à-dire 2,5%. D'accord? La probabilité d'être plus grand que 1,96, c'est 2,5%. Et donc, bien sûr, ici, la probabilité d'être plus petit, c'est 0,85, 15 plus 0,025. Donc ici, la probabilité, la fonction de répartition en 1,96, elle vaut 0,975.
Bon, alors vous voyez, disons que c'est des petites manipulations que je fais parce que je connais les propriétés de symétrie de la N01. Bon, vous verrez, on revient très vite sur les mêmes valeurs. Alors, juste aussi pour... voilà, ça vous pouvez le noter aussi. Comment est-ce que je le retrouve? Vous voyez, si je veux chercher la valeur de petit t ou du seuil, souvent on appelle ça le petit s, tel que la proba que x soit plus petit que s, c'est 0,975. Comment je fais? Eh bien, je vais dans ma table, vous voyez, je vais aller chercher. Alors, ici, bon, il se trouve que ça tombe pile. Hein. Vous voyez, 0,975, c'est ici. Et donc, comment je vais lire cette valeur? Donc ici, je vais chercher donc, en ligne et en colonne. Vous voyez, là, j'ai 1,9 ici. Je vois que je suis en bas, là, donc sur les lignes du deuxième tableau de ligne, 1,9. Et au niveau des colonnes, je suis à 0,06, d'accord? Donc cette valeur, d'accord, de 0,975, je lui associe la valeur t égale 1,96. Donc ça veut bien dire que la proba que x, loi normale N01, soit plus petite que 1,96, c'est bien 0,975. Alors, ce tableau-là, faut être capable de le lire dans les deux sens. Donc, aller chercher une valeur de t qui donne une probabilité donnée et réciproquement, si je me donne une valeur de t, retrouver la proba que x soit plus petit que x. Je vais faire juste une dernière remarque. Vous noterez que ici, vous voyez, du fait de la symétrie, on s'arrête à 0,5. Donc, si vous voulez chercher une valeur de t telle que la proba d'être plus petit que t, c'est une proba compris entre 0 et 5, d'accord? Elle n'est pas là-dedans, mais vous allez exploiter la symétrie et passer au complémentaire. Puisque du coup, 1 moins la proba que x soit plus petit que t, ça va être la proba d'être strictement plus grand. Ça va donner, si la valeur est entre 0 et 5, quand je prends le complémentaire, quand j'écris 1 moins p, ça va donner une valeur entre 0,5 et 1 que vous allez pouvoir lire dedans. Donc là, c'est encore une fois une utilisation de la symétrie de cette loi normale. Bien, donc je vais revenir voilà, donc à cet exercice où on va travailler un petit peu sur cette loi. Donc on suppose une entreprise qui fabrique du chocolat avec une presse qui façonne qui façonne les tablettes, et on suppose que le poids d'une tablette suit une loi. Donc les paramètres, donc ici je vais prendre les conventions NM sigma, M la moyenne et sigma ça va être l'écart type de la loi X, et on peut modifier M par pas de 0,1 g sans affecter l'écart type. Et donc on va noter que on accepte un écart de maximum 2,5% sur les poids des articles. Donc au maximum 2,5% des articles peuvent peser moins que le poids mentionné. Donc on va essayer en fait, là encore une fois, le plus important, c'est dans cette question, c'est déterminer M pour respecter donc cette contrainte si on indique 250 grammes sur l'emballage. Alors, je vais noter l'ensemble des contraintes. Je ne sais plus le numéro, donc poids d'une tablette. Donc, on fait l'hypothèse que X suit une loi N, M, sigma. Et donc on veut que au plus 2,5% des articles pèsent un poids supérieur. Alors, attendez, hop, je reviens. Donc, c'est ça, le gain puisse peser, excusez-moi, pas moins, c'est ça, puisse peser moins
que le poids de 250 grammes. Donc, il faut que au moins 97,5% des articles pèsent 250 grammes. Donc, je vais traduire. Donc la contrainte, c'est Contrainte, c'est 97,5% des tablettes doivent peser au minimum 250 grammes. D'accord? Donc je vais écrire que la proba que X soit plus grand que 97,5, excusez-moi, n'importe quoi, au moins, donc c'est 250, doit, voilà, pour trouver la masse critique. Donc la proba que X est plus grand que 250 égale 0,975. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce que je vais faire pour me ramener à la table de la N01? Évidemment, qu'est-ce que je fais c'est comment je vais centrer réduire. Donc, on introduit classiquement la variable, ce qu'on appelle la variable centrée réduite, z moins m sur sigma. Je vais l'appeler x moins m, excusez-moi, je vais l'appeler z justement, excusez-moi, qui égale x moins m sur sigma. Donc z égale x moins m. Donc par définition, z suit une loi N01, d'accord? C'est ce qu'on appelle variable centrée, donc espérance nulle, réduite. Donc d'accord, donc espérance de z égale 0 et variance de z égale 1, d'accord? Via cette opération très classique. Donc, du coup, ça me permet juste de simplifier la proba qui est au-dessus. Donc, maintenant, excusez-moi. Donc, la proba du coup, qu'on veut obtenir, c'est la proba que x moins m sur sigma soit plus grand que 250 moins m sur sigma. Donc, ceci est égal doit être égal à 0,975, d'accord? Autrement dit, alors là, je vais utiliser donc alors, ce que je peux faire d'abord, c'est donc passer à l'événement complémentaire. Donc, 1 moins cette proba c'est aussi égal à la proba que x moins m sur sigma soit plus petit que 250 moins m sur sigma, d'accord? Et ça vaut 0,025, d'accord? Donc là, je suis juste passé à l'événement complémentaire. Là, c'est la fonction de répartition de cette variable qui est z, qui est égale à 0,025. Donc maintenant, si vous vous rappelez le tableau de la loi normale, les probas, les probas qu'on lit sont entre 0,5 et 1. Donc celle-ci, elle n'apparaît pas, d'accord? Alors, mince. Je vais redessiner pour expliquer donc comment on va faire pour s'en sortir. Donc là, je redessine à main levée l'allure de la courbe. On va supposer qu'elle est symétrique. Le but, c'est... Voilà. Donc, où chercher cette... puisque la valeur inconnue, c'est m. C'est où trouver cette valeur. Donc, on veut que la proba que z soit plus petit que cette valeur inconnue soit égale à 0,025. Alors, il y a plusieurs façons de s'en sortir.
D'accord? Donc, en fait, vous voyez, c'est le seuil là, le seuil inconnu que je veux trouver, le S indicem là, il est là. D'accord? Il faut que la proba qu'une variable normale soit plus petite, c'est 0,025. Alors, soit vous voyez tout de suite qu'en fait, ce S indice M, c'est moins 1,96 environ, c'est environ ceci. Soit on utilise la propriété qui dit que, et c'est juste la symétrie, la proba que Z soit plus petit que SM, par définition, et là c'est une égalité, hein, c'est bien la même chose que la proba qu'elle soit plus grande que moins SM. D'accord? Par symétrie, la proba d'être plus petit, c'est bien, vous voyez, on voit bien l'air ici, c'est la même que si je regarde ici à ce niveau-là. D'accord? Et donc, c'est aussi égal à 1 moins la proba que Z soit plus petit que moins SM. D'accord? C'est 1 moins la fonction de répartition de Z pris en moins SM. D'accord? Donc, soit on voit tout de suite ce que c'est moins 1,96, soit ici, en fait, on voit que ça correspond, si je remplace par ici ce chiffre-là par moins SM, attendez, je vais le mettre ici, hein, on peut resimplifier ça en proba que Z soit plus petit que moins, là en fait je vais prendre l'opposé, sur sigma, qui doit être égal à 1 moins 0,025 égale à 0,975. Donc la valeur seuil, ici, donc celle qu'on a lue tout à l'heure dans la table, hein, qui est associée, la fonction dont excusez-moi, la valeur de t pour laquelle la fonction de répartition en t vaut 0,975, c'est bien le 1,96. Donc ici, je suis passé via la symétrie, je trouve bien que moins 250 moins m sur sigma égale 1,96 et ça correspondait à cette valeur de 1 moins 1,96. Alors tout ça pour dire que soit on le voit tout de suite, soit on revient via ce calcul-là, ce qui permet de lire dans la table. Alors bon, je conseille malgré tout, donc de façon générale, quand on ne connaît pas exactement la valeur, de repasser, parce que là, il se trouve que c'est une valeur qui est assez connue, de repasser par cette symétrie de la loi normale. Pour ça, je vous l'ai indiqué ici. Et donc, du coup, bon, là, je vais vous faire le calcul numérique. Hein. Donc, numériquement, je me retrouve avec M moins 250 sur sigma, qui est égal à 1,96, sachant que sigma, on vous dit, est de 3 grammes. Donc l'écart type est de 3. Et donc, par calcul numérique, je me retrouve avec 250 plus 3 fois 1,96. Et ça, je l'ai noté environ. Alors, on trouve M égale 255,88. Et donc, comme on vous dit que la presse façonne à 0,1 gramme près, on va prendre 255,9 grammes. Donc, voilà le poids moyen de l'échantillon si on veut respecter la contrainte d'un maximum que 97,5% des tablettes pèsent au moins 250 grammes. D'accord ? Donc, ce qui est j'insiste, hein, là, ce qui est important dans cet exercice, c'est de faire apparaître la contrainte et de faire de centrer réduire la variable, là, via l'opération x moins m sur sigma, pour se ramener à, ici, la fonction de répartition. Si je ne l'ai pas noté, hein, mais c'est bien fz de 250m moins sigma, qui est égal à ceci. Bien. Voilà. Et donc la fin consiste juste à lire la table. Alors je pense que je vais juste avoir le temps probablement de mettre en équation la deuxième. Donc là, on va voir en fait en quoi le fait de vendre par lot 2, ça permet de réaliser une économie.
globalement. Donc, on décide de vendre les paquets par lot 2 en indiquant 500 grammes. Et en fait, on va valider, en fait, on va faire la même, je vais répondre à la même question qu'en 1. C'est-à-dire que sur un paquet de 2, je vais déterminer le poids M moyen en regardant ce qui se passe sur la loi du paquet de 2 tablettes. Alors, avant de parler de l'économie, donc, alors, une indication, petit 2. Donc, on vend par lot de 2. Et donc, là, on suppose quoi? Donc, le poids Y égale X1 plus X2, d'accord? Suit, d'après l'indication, la loi N. Donc là, X1 et X2 sont supposées indépendantes. Donc là, l'indépendance est essentielle. Hein. L'indépendance est essentielle. Donc la moyenne, l'espérance d'une somme, c'est toujours la somme des espérances. Donc la loi de Y, c'est bien 2M. Par contre, la variance de Y n'est égale à la variance de la somme que parce qu'elles sont indépendantes. Alors, je crois que ça vous est donné dans les rappels. Hein. Donc, je précise. Donc, ici, en fait, on va trouver que sigma Y, c'est sigma 1 carré plus sigma 2 carré. Hein, ça, c'est l'écart type. Donc, je rappelle que variance de Y égale var de X1 plus var de X2, car les variables sont indépendantes. Sinon, ce serait faux. Voilà. Et donc, en fait, là, ça veut dire que sigma Y au carré, en général, moi, ma notation, ça, c'est le carré de l'écart type, donc var de Y égale sigma 1 carré plus sigma 2 carré. D'accord? Et donc, ceci, ça correspond bien à ce qu'on appelle l'écart type. D'accord? Donc, ça, je viens juste de vous préciser voilà, l'origine de la loi de Y. Et donc, la question est comme tout à l'heure, c'est la contrainte ici. Je vais juste écrire qu'ici, il faut que la proba que Y soit plus grand que 500 soit au plus, inférieur ou égal, inférieur, excusez-moi, à chaque fois non, on veut la proba que Y soit plus petit que 500 doit être tout au plus de 0,025. Et donc là, du coup, je vais faire intervenir, je vais à nouveau centrer réduire. Donc là, la variable centrée réduite, c'est rien d'autre que Y moins 2M sur sigma Y. Alors ici, sigma 1 égale sigma 2 égale 3. Donc là, en fait, je me retrouve avec Y moins 2M sur racine carrée de 3 au carré plus 3 au carré. Et donc, cette variable Z, centrée réduite, c'est Y moins 2M sur 3 racines de 2. Donc voilà la variable centrée réduite. Et donc, la contrainte à satisfaire. Donc, il faut que la proba que Y moins 2M sur 3 racines de 2 soit plus petit que 500 moins 2M sur 3 racines de 2 égale à 0,025. Voilà. Donc là, je ne vais pas refaire ce que j'ai fait tout à l'heure. Je vais réutiliser le même... donc là, vous voyez, pour la même raison, cette variable Z, elle suit la loi N01, d'accord? Et donc, en fait, ici, j'obtiens la relation sur cette quantité-là, ce seuil-là. J'obtiens que 500 moins 2M sur 3 racines de 2 doit être égal à nouveau moins 1,96. Et donc, j'obtiens que 2M moins 500 égale 1,96 fois 3 racines de 2. Et ici, donc si
je fais le calcul et je vais terminer avec ceci. Si je fais le calcul numérique, je me retrouve... je l'ai fait quelque part... 254,2 grammes. Donc, je me retrouve avec M environ égal à 254,2 grammes au lieu des 255,9 de tout à l'heure. Donc, soit 1,7 grammes d'économie par tablette. Voilà. Et donc, sur 100 000 plaquettes, on a une économie de 170 kg de chocolat. Donc voilà pour cet exercice sur la loi normale. Donc je vais arrêter là pour aujourd'hui. Comme d'habitude, s'il y a besoin si vous avez des remarques, voilà, je reste disponible pendant plusieurs minutes. Sinon, je vous souhaite une bonne fin de journée et je crois qu'on se revoit vendredi. Voilà, donc bonne fin de journée. Bonne fin de journée, au revoir. Merci, vous aussi. Merci.